70 millions, c'est la somme qu'on a gérée en budget publicitaire avec les consultants de mon agence Make Sense for Digital et plus de 40 clients qui nous ont fait confiance pour gérer ce budget. Il a été investi aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et parmi les clients qui nous ont rejoints l'année dernière, on a remarqué beaucoup d'erreurs dans la gestion des campagnes publicitaires et ça fait perdre parfois jusqu'à 50% du budget investi. L'idée aujourd'hui, ça va être de se concentrer sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on gère un budget conséquent en e-commerce et surtout en acquisition en l'occurrence. On a vu pas mal de lignes bouger l'année dernière, on sait que les coûts d'acquisition ont eu tendance à augmenter assez fortement, mais pour le coup, quand on gère bien sa barque, quand on sait gérer un budget correctement, normalement, on en sent beaucoup moins les effets. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule raison qui fait qu'il y a près de 50% du budget publicitaire des marques qui peut aller à la poubelle. Il y a plusieurs facteurs qui, mis bout à bout, commencent à coûter très cher. Et l'idée à la fin de cet épisode, c'est que vous vous disiez, ok, en fait, ce genre d'erreur, nous on les fait, il faut absolument éviter, ou il faut que j'aille vérifier à tel endroit qu'on ne perd pas d'argent. Le but dans tout ça, c'est d'aller chercher évidemment de la croissance, mais de la croissance rentable. Le but, c'est pas juste d'avoir le plus beau chiffre d'affaires, c'est de réussir à faire une bonne marge et de réinvestir pour sa propre croissance demain. Donc ces erreurs et ces bonnes pratiques, entre guillemets, on va les voir ensemble et normalement ça va vous débloquer quelques réflexions et c'est ça qui va m'intéresser à la fin. Parce que déjà en avant-propos, ça pourrait être l'erreur zéro, on va dire, c'est déjà de considérer l'acquisition payante, donc la publicité, comme étant un sujet à part, un sujet autonome, alors que quand on est dans un business e-commerce, on sait que c'est un écosystème. Nous on parle souvent de la méthode holistique et des 6 piliers du e-commerce rentable. L'acquisition payante, c'est un de ces 6 piliers-là et le fait de complètement ostraciser l'acquisition payante et de le mettre sur le côté sans considération avec les autres interactions de l'écosystème, ça c'est un des problèmes qui vous fait perdre potentiellement énormément d'opportunités, potentiellement du budget aussi, mais c'est surtout ça qui va vous empêcher de profiter pleinement des opportunités que vous avez quand vous avez un e-commerce. Donc déjà les liens entre l'acquisition payante et le reste de l'écosystème e-commerce, je le mets de côté, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, je vous la mets juste ici. Si vous ne l'avez pas vu et si vous continuez de considérer l'acquisition payante comme étant normalement juste du carburant, ça peut être intéressant d'aller voir, mais sinon on va se concentrer aujourd'hui principalement sur la gestion du budget publicitaire. On va reprendre les différentes erreurs et les pratiques qu'on met notamment en place chez Make Sense for Digital pour éviter ça justement et pour profiter des opportunités que nous donne le marché. Il n'y a pas forcément d'ordre aujourd'hui, mais c'est ce qu'on remarque le plus souvent dans les audits qu'on peut réaliser pour des clients ou encore dans l'onboarding qu'on fait et quand on va auditer justement tout ce qui se passe et les fonctionnements qui étaient déjà existants. Le premier point à prendre en considération, c'est le testing. Alors vous vous dites peut-être, oui, mais moi je le teste. Ok, ça c'est un sujet. Il y a énormément de monde aujourd'hui qui teste et c'est très bien parce que c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans où tout le monde était frileux. Mais aujourd'hui, il y a quand même un problème. Il y a deux extrêmes, on va dire. D'un côté, il y a ceux qui veulent tout tester, tout le temps, etc. Et de l'autre côté, ceux qui restent quand même frileux comme avant et qui attendent de voir si le concurrent s'y met pour voir si je mets du budget aussi, etc. Et qui ont un profil un peu plus suiveur et qui malheureusement du coup perdent des opportunités à ce niveau-là. Donc que ce soit d'un côté du spectre ou l'autre, ceux qui testent trop, ceux qui testent pas assez, déjà là il y a un problème parce que quand on est dans un extrême, c'est pas forcément top. Donc ceux qui ne testent pas, déjà j'ai envie de dire commencez à tester, mais faites-le bien. Et ceux qui testent trop, là à l'inverse, vérifiez que vous êtes vraiment dans une vraie démarche de testing. Qu'est-ce que j'entends par une démarche de testing? C'est qu'un test, ça a un début, une fin et un KPI principal. L'idée ça va pas être de tout tester, on peut pas tout tester en même temps, sinon d'ailleurs ça n'a aucun sens, sauf si vous gérez éventuellement des tests multivariés, mais la plupart d'entre vous, vous ne faites pas ça d'ailleurs. Et même au sein d'un test multivarié, on va tester plusieurs variables, mais on va pas tester l'ensemble des éléments, on va pas tester toutes les créas en même temps, etc. etc. On va avoir une vraie méthode. Et s'il y a une chose à retenir sur la logique de testing, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez mettre sur pied un vrai test qui a un début, une fin et un KPI principal. Donc un test, c'est quoi? Un test, déjà, on l'a dit, ça a un début et une fin. Donc ça, c'est le temps. Et notre test, il va avoir une date de début, une date de fin. Maintenant, au sein de ça, il y a trois phases qui vont nous intéresser. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de ramp-up. La phase de ramp-up, par exemple, si vous lancez des campagnes de type PMax ou si vous lancez des campagnes à droite à gauche sur Meta, il va y avoir une phase de stabilisation qui peut durer plus ou moins longtemps, pendant laquelle la campagne elle va faire ses tests et c'est pas encore optimisé. Vous n'êtes pas dans un monde normal parce que l'algorithme est en train de tester. Donc ça, c'est une variable qu'il faut isoler. Il faut couper juste ici et ce qui va nous intéresser, c'est la phase d'après qui est la phase de test, la vraie phase de test en l'occurrence. Donc c'est là où il va se passer des choses, ça va être stable, on va avoir nos deux courbes qui sont plus ou moins parallèles, donc la version A, la version B. Votre test, il aura été cadré en amont, la version A et la version B, il y a une seule différence entre les deux, etc. etc. Votre test, il va être cadré en amont, il y a une seule différence entre la version A ou la version B, ou si vous testez des créas, pareil, les budgets publicitaires, ils vont être bien ventilés entre les créas, vous vérifiez que vous ne prenez pas des décisions sur une créa qui a eu juste 5 impressions, ça n'a aucun sens. Et le problème qu'on voit la plupart du temps, c'est que les tests, ça s'arrête ici et on compare et on se dit ok, A a gagné, c'est très bien. En fait, c'est peut-être faux parce que pour le coup, si on attend la fin de la période qui est ce qu'on appelle une période de cooldown. Ici, la période de cooldown, c'est là où on va attendre, on va regarder la cohorte de personnes qui ont vu nos créas, qui ont cliqué sur nos campagnes, etc.,
pendant cette fenêtre de temps et qui ont acheté. Donc oui, ils vont avoir acheté, mais on regarde s'ils ont acheté par exemple sur toute cette durée-là. Pourquoi? Parce que parfois, en fait, peut-être que B, ici, il est gagnant parce qu'en fait, B, il crée plus d'inertie et donc A réussi à convertir tout de suite les personnes qui étaient prêtes, mais B, finalement, il a réussi à conquérir plus de monde sur la durée. Pourquoi? Parce que ça a mis plus de monde dans la machine et c'est des gens qui étaient plus intentionnistes, etc., etc. Et puis il y avoir 10 000 raisons. Donc l'idée, c'est de bien voir cette phase de cooldown qui est généralement le délai avant conversion. Donc si les personnes mettent en moyenne 10 jours à acheter chez vous, en fait, la période de cooldown, c'est 10 jours, c'est une règle facile à retenir. Globalement, ça va être des cas particuliers à ce niveau-là, mais vous avez au moins la méthode globale pour cadrer un test, et le cadrage de test, c'est un des problèmes qu'on voit le plus souvent. Et donc pourquoi c'est un problème? Parce que parfois, vous allez vous baser sur des données qui sont partielles, ou alors vous vous dites, ouais, mais en fait, moi, mon KPI, par exemple, c'était le chiffre d'affaires. Ok, très bien. Si votre KPI principal, c'est le chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, le retour sur investissement, on s'en fout parce qu'il n'est pas compris, c'est pas votre KPI de test, donc vous n'allez pas regarder ça. Donc s'il y a une des deux variantes qui génère plus de chiffre d'affaires, même si le ROAS il est dégoûtant, normalement votre test, vous êtes censé confirmer cette variable-là. Dans la réalité, c'est pas ça, vous dites bah oui mais en fait ce que je voulais moi c'est du ROAS. Ok, en fait du coup le test il était mal cadré, et donc dans ce cas-là, normalement on doit reprendre, parce que quand on fait une hypothèse de test, ça conditionne tout le cadrage du test. Donc c'est pour ça que si vous testez énormément de choses, c'est peut-être mieux de tester moins mais mieux. Et si vous testez peu, finalement, faites des tests très bien cadrés, ça vous mettra au moins un minimum en mouvement. Et plus vous passez de temps à cadrer un test, mieux normalement vous pouvez le gérer, et donc moins il y a de risque en tout cas que la nouvelle variante ce soit pire que l'ancienne. Donc vous prenez peu de risques et ça vous met le pied à l'étrier sur le fait de tester. Donc vous comprenez bien qu'il ne suffit pas de dire il faut tester, on veut tester, etc. Qui sont parfois des grands discours qu'on voit dans les services marketing, dans les agences ou même parfois dans les directions générales qui disent il faut que notre équipe marketing fasse des tests parce qu'ils ont entendu ça à Monaco ou à Biarritz. Bref, donc les tests c'est très bien. Maintenant sur la question de quoi tester, par quoi on commence, ça c'est un autre sujet, c'est une roadmap de test à avoir. Mais si vous n'avez pas d'idée de test, justement, il y a la deuxième erreur qui est celle de la logique full funnel. La logique full funnel, j'en parle régulièrement, il y a la logique du parcours d'achat au global, mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est la logique full funnel au sein de vos campagnes. Donc le fait d'aller chercher aussi bien des campagnes de considération, de purchase ou de awareness si vous avez les budgets qui le permettent, et surtout de faire les tests entre les différentes régies. Souvent on voit des tests qui sont cantonnés au sein de Google Ads ou au sein de Facebook Ads, on voit rarement des tests cross-régie, alors que par exemple si vous êtes sur la logique de awareness, je parlais des différents niveaux sur lesquels vous pouvez avoir vos campagnes avec l'awareness, la considération, le purchase, le réachat, si vous faites un test sur de l'awareness, vous pouvez très bien tester entre un type de campagne display et un type de campagne de trafic sur Meta. Je sais que les campagnes de trafic ça fait énormément débat. Je ne parle pas de vous faire mettre une campagne de trafic, je vous parle de mettre une campagne avec un objectif de micro-conversion qui va drainer beaucoup de trafic plus ou moins qualifié. Donc l'idée ça va être de tester entre Google et Meta par exemple, ou entre Meta et Pinterest, et c'est Pinterest qui nous intéresse aussi sur ce sujet. Et c'est là où vous pourrez vous dire ok en fait Pinterest est très bon pour aller me chercher de l'awareness, il est moins bon sur la considération et le purchase, ou Meta il est très bon sur la considération et Google est très bon pour marquer des buts et il est à l'étape de purchase mais il est pas bon pour aller me chercher du volume, ok vous avez votre full funnel d'acquisition avec du Pinterest, du Meta, du TikTok si vous voulez. Mais Pinterest pour le coup il y a beaucoup de verticales où c'est intéressant d'y aller, il y a encore peu de marques qui y vont. Et dans cette logique de full funnel vous pouvez aussi intégrer les logiques d'email marketing. J'avais dit que j'irais pas trop sur les autres piliers, donc ça pour le coup je vous renvoie à ma masterclass sur l'emailing si ça vous intéresse. Mais ce qui est intéressant à ce niveau là c'est de vous dire ok en fait si ma brique de réachat elle est suffisamment importante, il y a les logiques de LTV sur CAC qui deviennent intéressantes. Pareil si vous connaissez pas le LTV sur CAC, je vous renvoie à la définition juste ici parce que c'est un KPI maître en e-commerce et il faut que vous connaissiez ce KPI là. Donc une fois que vous êtes au clair là-dessus, vous pouvez vous faire votre full funnel. Je refais rapidement le dessin qui va avec. Donc ça pareil je vais très vite parce que les personnes le connaissent, mais en gros ce dessin c'est celui de l'awareness où vous allez toucher beaucoup de monde pour pas cher. Celui de la considération, ça commence à être un peu plus cher, vous êtes plus proche de l'achat, les personnes sont en mouvement. Et la logique de purchase qui est juste ici, vous allez chercher directement la carte bleue des personnes. Ici, vous avez les logiques de retargeting et de LTV si vous voulez vous adresser à vos clients existants. Donc ici, le reach, il augmente parce qu'il y a de plus en plus de monde. Vous n'êtes pas connu de tout le monde, sauf si vous êtes vraiment un grand retailer. Et donc par contre, le ROI, il va être de plus en plus important à mesure que vous vous rapprochez de l'achat, forcément parce que les personnes sont prêtes à acheter ici. Mais ce que vous voulez sur une logique full funnel, c'est d'aller tester par exemple ici, qui m'amène la meilleure awareness entre Meta et Pinterest par exemple, et ça, vous pouvez pas le savoir si vous n'avez pas testé et il faut bien cadrer votre test. Et ce qui est intéressant, c'est de faire un test cross-régie justement, parce que c'est là où ça va être cool de savoir, ok, mais en fait, mon budget de awareness, est-ce qu'il doit aller
à 1 tiers sur Meta, 2 tiers sur Pinterest? Est-ce que Google Display, dont je parlais dans une précédente vidéo, c'est intéressant aussi? Bah ça, vous pouvez le savoir qu'avec des tests, mais il faut que vos tests soient dans une logique full funnel aussi. Sinon, si vous vous intéressez uniquement au purchase, vous allez tourner en rond, ça va être important au niveau de la conversion, mais vous n'allez pas drainer beaucoup plus de volume. Et ce genre de test cross-régie, c'est d'autant plus important que d'un côté, on s'est dit il faut tester, il faut plusieurs régies. Ça nous amène à la troisième erreur qu'on a vue sur plusieurs comptes, même des comptes qui génèrent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et qui ont ce problème pour le coup, donc ça peut arriver même aux meilleurs. Ce problème, on le voit beaucoup moins chez les e-commerçants qui dépassent les 10 millions d'euros de CA parce que généralement, ils ont déjà pris les pieds dans le tapis et ils ont mis en place les correctifs. Mais ça arrive encore à pas mal de monde, surtout dans la brique entre 1 et 10 millions d'euros de CA. Cette brique, c'est la dépendance à un seul canal. Cette dépendance à un seul canal, elle est assez dangereuse parce que par exemple, si vous dépendez que de Meta et que votre compte se fait bannir, se fait pirater, si vous avez un problème de paiement et que Meta suspend votre compte pendant plusieurs semaines et que vous ne pouvez pas diffuser, comme c'est déjà arrivé à des personnes qu'on connaît, ça peut être dramatique pour votre business parce que la trésor, elle fond, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Donc cette dépendance à un seul canal, elle est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit et c'est pas juste le fait de ne dépenser que sur Meta. Par exemple, vous pouvez dépenser sur Meta, sur Pinterest, sur Google, mais si 90% du budget est sur Meta, ça veut dire que du jour au lendemain, les deux autres canaux ne vont pas compenser et donc c'est comme si vous aviez une dépendance à un seul canal alors que vous en gérez plusieurs. Donc dans l'idée, et ça s'adresse surtout à ceux qui passent la barre du million de chiffre d'affaires parce qu'en dessous, entre guillemets, même s'il y a un problème à ce niveau-là, vous pouvez pas diluer vos budgets parce que vous avez besoin de consolider vos apprentissages sur une régie avant de dilapider votre budget. Là, l'idée c'est de faire une course et d'arriver le plus vite possible à un niveau où vous pouvez vous permettre de rabattre les cartes et de diluer votre risque entre plusieurs régies. Donc une bonne règle à retenir, c'est que si vous faites plus d'1 million de chiffre d'affaires et que plus de 50% du chiffre d'affaires vient d'un seul canal, il est urgemment temps de changer la donne et d'aller tester des nouveaux canaux, ne serait-ce que pour diluer votre risque. Et vous pouvez aussi compter sur la LTV à ce niveau-là. Donc la brique d'email marketing, c'est quand même intéressant à avoir en tête parce que vous pourrez toujours aller rechercher entre guillemets de la trésor sur les clients existants, sur les prospects que vous avez déjà en base. Et si vous faites moins de 1 million, je vous invite à aller le plus vite possible au-delà parce qu'entre guillemets, au-dessus des nuages, tout est plus clair. Donc l'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Quitte à avoir cette dépendance à un canal publicitaire, il faudra accepter le risque, mais l'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Et par contre, si vous avez passé cette étape-là, là, l'idée, ça va être de consolider votre mix média et d'aller créer justement un vrai mix média parce que si vous avez un seul canal, ce n'est pas un mix, c'est un seul canal. Donc l'idée, c'est de créer un vrai mix média qui va être tourné vers la croissance avec les différentes étapes du funnel dont on parlait tout à l'heure, l'awareness, la considération, le purchase, et ça sur différentes régies pour diluer votre risque. Vous venez muscler, je leur dis encore une fois, avec l'email marketing derrière, et tout sera beaucoup plus clean. Et c'est surtout ce qui va vous donner les moyens d'éviter les plateaux de croissance, parce que à chaque fois, vous ne serez pas obligé de réinventer la roue, vous aurez différents moyens, vous aurez toujours des tests à faire et des idées pour aller améliorer les choses. Le problème de ça, c'est l'erreur suivante, c'est de se dire, ok, mais en fait, soit j'ai pas les moyens, soit mon équipe n'avance pas. Et c'est assez marrant parce qu'on a vu les deux extrêmes encore une fois l'année dernière. C'est que d'un côté, on a vu des marques qui avaient du cash mais qui n'avaient pas mis les ressources en face pour capitaliser là-dessus et aller chercher les prochains relais de croissance. Donc ces entreprises-là, elles avaient les moyens mais elles perdaient ce qu'on appelle du délai, donc c'est-à-dire que les projets n'avançaient pas parce qu'il n'y avait pas les moyens qui étaient mis en face. Le problème de ça, c'est que l'argent qui dort sur les comptes, c'est pas générateur de croissance, donc ça mérite d'aller augmenter les budgets publicitaires. Donc si vous avez les moyens, l'idée c'est d'aller mettre en face les ressources qui vont permettre d'utiliser au mieux ce cash pour aller chercher les prochains relais de croissance. Et à l'inverse, on a vu des personnes qui avaient des équipes énormes, donc des gros retailers notamment, qui avaient parfois des équipes de plus de 10 personnes et qui n'arrivaient pas à sortir différents tests ou à gérer les différentes campagnes. Et là, pareil, il peut y avoir différents problèmes. Le problème, ça peut être sur la responsabilisation des personnes. Ça, pareil, j'en parlais dans une vieille vidéo sur la chaîne parce que personne ne veut avoir la responsabilité de tout ce budget média. Donc tout le monde se renvoie la balle, il y a des cercles de validation qui sont interminables et donc on ne se voit pas avancer, les tests prennent des plombes. Ou alors, il y a ce qu'on appelle les goulots d'étranglement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui passent par une ou deux personnes et que ces personnes-là, elles ont beaucoup de choses qui arrivent jusqu'à elles et elles n'arrivent pas à absorber le flux. Donc ça, c'est un peu les deux extrêmes et c'est les cas qu'on voit régulièrement parce que on va souvent passer de l'un à l'autre. On a rarement le juste milieu, c'est-à-dire que si vous voyez que vous générez du cash et vous n'avez pas les moyens, vous allez dire ok, en fait, on va staffer et on va parfois surstaffer parce qu'on va prendre deux traffic managers, deux créa, etc. On va staffer sans réfléchir à la vision globale, cette fameuse vision holistique dont je parle à chaque fois et on repart pas des contraintes. Et donc on se retrouve avec une équipe qui match les envies que vous aviez quand vous aviez du cash mais pas d'équipe. Et c'est l'extrême inverse. Sauf que le problème, c'est que quand vous n'avez pas de roadmap, quand vous ne savez pas où vous allez ou quand tout le monde se renvoie la balle, on n'avance pas. Donc le juste milieu, parfois, c'est juste de poser les stylos, de se dire, ok, en fait, c'est quoi les endroits où on perd de l'argent, du temps, de la charge mentale et comment on peut limiter ça. Et à l'inverse, c'est quoi les meilleures opportunités sur le marché en ce moment ou les opportunités fondamentales qu'on loupe, qu'est-ce qu'on aurait dû mettre en place, c'est quoi l'ordre des choses sur les 6 piliers, où est-ce que je suis un peu en retard, en avance, etc. Où est-ce que je peux accélérer à certains endroits pour avoir le plus de croissance le plus vite possible pour pouvoir réinvestir dans ma machine. Donc ça, c'est un peu l'erreur fondamentale. On ne s'est pas posé sur une stratégie ou alors on a rendu la stratégie trop fixe, trop figée, comme un bloc de béton
Alors qu'une stratégie, ça doit garder une part de flexibilité, d'agilité, comme on dit souvent. Et c'est ça qui permet justement de mettre en route toute la machine. Donc une fois que votre stratégie, vous avez un bloc, et vous pouvez avoir un bloc de béton, mais au-dessus, mettez une gaine en caoutchouc ou je ne sais quoi, qui va vous donner cette flexibilité et cette capacité à répondre au marché le plus efficacement possible. Une fois que vous avez votre bloc stratégique, vous mettez en face les ressources, jamais l'inverse, c'est pas les ressources qui déterminent la stratégie, c'est la stratégie qui détermine les ressources. Sinon, ce qui va se passer régulièrement, c'est que vous allez prendre en fonction des ressources que vous avez aujourd'hui, et la seule chose que vous avez à décider, c'est la couleur du mur, la mur dans laquelle votre stratégie va se planter. Parce que normalement, quand on a une boîte e-commerce, on n'est pas une boîte RH, on ne fait pas en fonction des ressources internes et externes qu'on va avoir, on fait en fonction de la stratégie. Donc la stratégie, elle détermine les ressources qu'on va mettre en place, les compétences éventuellement qu'il faut aller chercher. Une fois qu'on a ça, on place ça sur les différentes étapes du full funnel qu'on a vu tout à l'heure, avec les différentes régies, les différents piliers qui vont être interconnectés. Et une fois qu'on a fait ça, à l'intérieur, on va mettre les différents tests, on va les cadrer, les regarder, les analyser et prendre en conséquence les bonnes décisions qui nous permettront de faire les tests de demain, d'améliorer notre stratégie, on mettra les ressources en face et ainsi de suite. Et vous avez créé un cercle vertueux de l'acquisition. Donc vous voyez, ces erreurs, elles sont liées, l'une peut en entraîner plein d'autres et vous pouvez avoir une réaction en cascade qui va dans le très mauvais sens. Par contre, une fois que c'est bien fait, c'est le cercle vertueux, c'est génial. Vous êtes en amélioration continue et c'est ça qui est hyper intéressant et c'est ça qui vous permettra de passer les prochains relais de croissance. Donc ça, c'était pour les erreurs au niveau des concepts marketing et c'est là où il y a le plus d'enjeux, c'est là où il y a le plus de gaspillage pour le coup, même si c'est ce qui vous paraît peut-être le plus intangible, c'est ce qui va déterminer toute la suite. Je remets d'ailleurs, il y a des versions écrites qui permettent de faire l'autocritique de son business e-commerce à ce niveau-là et d'auditer les points de friction qu'il peut y avoir et les points de gaspillage que vous avez peut-être aujourd'hui qui vous font gaspiller du budget publicitaire. Et si vous êtes un puriste par exemple sur Google Ads et que vous voulez voir les 13 erreurs qu'on a vues le plus fréquemment sur les comptes l'année dernière, je vous mets tout de suite une vidéo où je répertoriais ces 13 erreurs-là et comment les éviter.